the counter-attack. This is typical adventure. Behind his own line, we talk about Le deuxième essai de Sergio Blanco. Vainqueur des Springboks, un beau cadeau offert à Sergio Blanco. Blanco, On va revoir cette phase de jeu. France-Pays de Galles, 2 mars 1991. Dernier match à Paris du tournoi des 5 nations pour Serge Blanco. Dernier coup de génie du meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France. Derniers entrechats de l'artiste, dernière offrande à ses partenaires. Dernier coup de pied de transformation. Dernier salut au public avant un Angleterre-France à Londres où se jouera le Grand Chelem. Exactement tout ce qui se passe, ça c'est fabuleux. Il n'y a rien à ajouter. C'est tellement merveilleux, il faut laisser la place aux autres après. La vie peu ordinaire de Serge Blanco a commencé voilà 50 ans, à 7000 km de Biarritz. Il naît à Caracas le 31 août 1958, de père vénézuélien. Le destin fera de ce natif d'ailleurs l'un des emblèmes du Pays basque. Je suis à 200% basque. Le Pays basque, c'est le Pays basque. C'est délimité de tel endroit à tel endroit. Après, il y a l'Auvergne, il y a ceci, il y a cela. Le Pays basque, pour moi, est une des plus belles régions de France. Pour pas dire la plus belle. Belle, bien sûr, comme une terre maternelle. Serge Blanco est né d'Arigrand par sa mère. Histoire à la fois simple et compliquée. Histoire en couleur, histoire en noir et blanc. Quand ma mère est partie là-bas, c'était l'après-guerre, il y avait beaucoup de choses, il y avait une rencontre, et puis que derrière cela, elle s'est mariée, je suis né, et mon père est décédé quand j'avais 2 ans. Après, le fait de revenir, vous vous rendez compte, à Biarritz, en 60, en tant que veuve, les gens, d'abord, n'étaient pas censés savoir ce qui s'était passé, et deuxièmement, le fait de ramener un enfant de couleur, je pense, devait mettre une certaine barrière par rapport aux gens. Je crois que ça devait être difficile, peut-être, pour elle, de pouvoir véritablement s'exprimer, s'épanouir. Je crois que ça a été dur. Je pense que pour mes grands-parents aussi, ça a été dur. Mais après, un enfant est un enfant. Et le fait qu'il soit de couleur ou pas, je pense à Antoine de l'amour à donner. On ne s'embarrasse pas de tout ça. Et ça n'a pas dû être simple pour lui d'être basque, un peu bronzé, et il y a 30 ans, je veux dire. Ça ne devait pas être tout à fait simple. Mais bon, je crois qu'il a surmonté ça avec beaucoup de délicatesse en plus. Et c'est un homme de cœur. Il est très attaché à sa famille, et à sa mère notamment, à sa maman. Et voilà, il est attaché à sa ville, il est attaché à sa famille, il est attaché à ses amis. C'est quelqu'un qui a une vraie vie intérieure. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le champion qu'il a été a fait un homme extraordinaire. Célébré. Si l'enfant basque et bronzé est devenu ce qu'il est, c'est en partie aussi grâce à un maître d'école. Un homme, un prêtre, resté depuis un confident et ami. Pour Serge Blanco, c'est l'abbé Fourx qui a appris au gamin turbulent qu'il était les codes de la vie. C'est pour les fleurs, c'est pourquoi ça? Et donc j'entame ma 6e et je m'en vais faire ma 6e à l'Immaculée Conception. Et là, je rencontre une personne formidable, un soldat de Dieu, j'aime bien dire un soldat de Dieu. Et l'approche est pas forcément facile. Et cet homme, c'est l'abbé Fourx, qui est le directeur de l'Immaculée Conception, donc jeune directeur, très jeune directeur, et où je vais donc parce que chez les curés, bien sûr, il y a toujours ce côté un peu rigoureux, dur, qui vous forme à la vie et qui, soi-disant, vous met sur la bonne voie. Et où je mets plusieurs années pour faire plusieurs classes,
mais tout en étant toujours dans un état, alors au niveau de l'esprit, un état exceptionnel, quoi. Sans jamais me faire de reproches, sans que je me soucie de quoi que ce soit pendant cette période-là. Nous étions en récréation, et le professeur qui surveillait la récréation dit tout d'un coup « Blanco, attention !» Et le professeur de technologie regarde, voit que Blanco était adressé à un garçon qui était un peu de couleur, et il se met dans une colère violente en nous disant « C'est un peu fort dans un établissement catholique, et voilà de ségrégation raciale et tout ça, et une colère qui a duré, si bien que nous ne pouvions... Moi j'ai commencé, mais il n'y a pas de mais. Alors il a fallu qu'il calme sa colère pour qu'on lui dise, écoutez, c'est comme ça, il s'appelle Blanco. Vous savez, la couleur de la peau, ça peut être une barrière, mais ça peut être une motivation exceptionnelle. Quand un gosse a le malheur de vous traiter de quoi que ce soit, ou même de sale noir, si vous êtes plus grand, costaud, vous lui mettez un bon dans le pif, et à ce moment-là, il dit, tiens, ils sont très gentils, les noirs, ils sont très gentils. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est la loi du plus fort après. Moi, j'avais un moyen de pouvoir m'exprimer, c'était le sport. En sport, bien sûr, j'avais la chance d'être d'un niveau supérieur par rapport à tous les garçons de ma génération. À l'occasion de la fête de fin d'année, la fête scolaire, les élèves présentaient des numéros de gymnastique. Et notamment, mes souvenirs sont très clairs au sujet du cheval d'arçon. Et je revois tous les élèves passant rapidement pour exécuter une figure sur le cheval d'arçon. Et lorsque Serge passait, les applaudissements crépitaient parce que il avait, vous savez, cette vivacité et je dirais cette grâce féline qu'il a mis, qu'on a retrouvé d'ailleurs sur les matchs, sur les terrains de rugby. Voilà, ça je me souviens fort bien de cela. Vous voyez, il était déjà très doué, cette force physique en même temps avec cette grâce. Vous voyez, on aurait dit que ça coulait tout seul. Alors c'est vrai que rien que de faire ça, ça amène à l'admiration. Et que je n'ai jamais souffert de tout cela. Jamais, je dis bien jamais. Le racisme, il y sera confronté 10 ans plus tard. Ironie du sort, c'est à l'occasion de sa première sélection en équipe de France en 1980. Pas n'importe où, en Afrique du Sud. Je voulais savoir d'abord pourquoi on m'avait sélectionné. Puisque je partais en Afrique du Sud, que l'Afrique du Sud est un pays partagé où sévissait l'apartheid. Et donc, j'ai eu mes premiers doutes. J'ai dit, mais pourquoi on t'amène? Est-ce qu'on t'amène parce que tu es noir, parce que tu es un homme de couleur, ou est-ce qu'on t'amène parce que tu le mérites et que tu es bon en rugby et que il est tout à fait normal que tu sois dans cette sélection. Donc bon. Je suis parti quand même pour aller chercher ces réponses, et donc je suis parti en Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, j'ai découvert une autre dimension. J'ai découvert les dimensions humaines non partagées, avec des différences que je ne supportais pas. Je ne pense pas qu'en tant que joueur de rugby, nous l'ayons vu de façon différente en raison de la couleur de sa peau. Nous ne l'avons jamais vu comme ça. Mais la plupart d'entre nous savions au fond de nous-mêmes que nous vivions dans une société injuste. Et nous étions en admiration devant quelqu'un capable de défendre ses convictions. C'est un garçon extrêmement qui s'intéresse beaucoup aux autres, donc il ne pouvait pas rester neutre face à ce vrai problème qui était quotidien en Afrique du Sud. Il n'arrive pas d'entrant à la balle maintenant. Sa première réponse, c'est sur le terrain qu'il entreprit de la donner. Très bien jusqu'à Pardo. Pardo il va, Pardo s'est dégagé. Et ça va, il y va le petit. Un public 100% blanc allait le ramener à une autre réalité. À un moment donné, il y a une pénalité, on me jette des oranges, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé l'orange, je l'ai pelé, je l'ai mangé. Le blanc qui m'avait lancé l'orange disait, toi t'es un pauvre noir, tu mérites même pas d'être ici. Enfin, c'est des interprétations que je pourrais en faire. Sauf que quand j'ai pris l'orange et que je l'ai mangé et qu'après j'ai repris le jeu pour bien jouer, je leur montrais aussi que j'étais l'équivalent, sinon supérieur à eux. Parce que c'est pas parce qu'on me lance une orange que je dois être diminué de par cet acte-là. Et moi j'ai pris une décision
sur le fait de ne plus aller et de ne plus jouer contre l'Afrique du Sud tant que l'apartheid ne serait pas aboli. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un match particulier, que ce match-là, pour beaucoup de raisons. Particulier parce que premier match en bleu. Qui plus est, auprès du copain basque et complice en redoublement de passes, Laurent Pardo. Mais particulier aussi parce que pour la première fois sur le terrain, aux côtés de Jean-Pierre Rive. C'est de ce jour-là à Pretoria que date leur pacte fraternel, une amitié née dans un combat dantesque face à des box déchaînés. Mais Botta est là. Et Botta, c'est le danger. Piena, bon. Ah, il combine bien. Il n'y a rien à dire, il combine bien aussi. Ça a été une marée, ça a été une déferlante. Ça a été une véritable déferlante avec un Jean-Pierre Rive ouvert de partout, à moitié assommé, avec John West, l'arbitre irlandais, qui venait voir les joueurs français, qui disait « Messieurs, mais sortez-le, sortez Jean-Pierre, ils vont le tuer, il faut le sortir. » On est voir Jean-Pierre, Jean-Pierre, sort, ça peut pas durer. Puis Jean-Pierre, dans une inconscience véritablement limite, ne voulait pas, dit je veux rester là, c'est moi, je vais pas vous quitter. Enfin bon, voilà, c'était presque une tragédie. Mais croyez-moi, c'est pas à cause de ça qu'il s'arrêtera. Ça pouvait en être certain. Moi, je me rappelle pas trop ce match-là. Mais bon, j'ai beaucoup dormi moi pendant ce match-là. Mais... De toute façon, vous savez, les Springboks ont toujours eu des équipes très fortes, très physiques, et celle-là, elle était tout particulièrement. On avait l'impression que c'était qu'on ne jouait pas contre des hommes. Ils étaient tous costauds, grands, méchants, un stade plein à 10h du matin. Nous, on découvrait tout ça, on avait 20 ans. C'était très dur. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été impressionné par une équipe. J'ai joué contre beaucoup d'équipes lors de mes 93 sélections. Je n'ai jamais été impressionné comme je l'ai été là. Ça a été une équipe, l'Afrique du Sud, qui, dans la réalité des choses, était très forte au niveau de la conquête. C'était surhumain au niveau du physique. Il y avait une deuxième ligne, il y avait Moulman Becker. Il y avait Stoffberg, qui était un troisième ligne, qui courait comme un lapin, qui faisait presque 2 mètres. Il me faisait un 97, il faisait 117 kilos, qui jouait à troisième ligne. Il y avait Mon Duplessis, un des plus grands capitaines sud-africains. C'était mon dernier match. J'arrêtais, il commençait. Il avait l'air d'un gamin. Mais il a fait une action incroyable. L'équipe des Springboks à ce moment-là était très bonne. Nous étions très forts. L'équipe de France, elle était très jeune. À l'époque, elle ne comptait pas beaucoup de grands noms. Pas encore. Et Blanco a fait un incroyable slalom à la fin du match. Je m'en souviens, c'était incroyable. Une action individuelle qui restera sa spécialité. Et il a passé, je crois, à Philippe Dintrance, le talonneur, qui a marqué l'essai. Je pense qu'à ce moment-là, nous avons vu naître un grand champion. Mais on s'est battu avec nos petites armes et on a perdu 37-15. Et c'est vrai que ce match-là a marqué, je dirais, le départ de ma carrière véritable, mais a marqué aussi beaucoup de joueurs et a marqué aussi la fin de la carrière de certaines d'autres. Mais le rugby de ce temps-là est encore amateur. Une mère garde-barrière, un grand-père taxi. La famille d'Harry-Grand est modeste et Serge Blanco, qui a quitté sans diplôme l'école à 17 ans, âge où il intègre l'équipe première du Biarritz Olympique, va trouver aux usines d'assaut de Biarritz-Anglette le moyen d'apporter sa contribution au budget familial. Tu pas venu encore? Les baïonnés là qui s'appellent bien moi qui viennent de faire à Miami là. Ça va Serge? Ça va bien? Moi aussi, moi je commence à rater. C'est incroyable. Et si sur le terrain il a alors la réputation d'un dilettante, il n'en est rien ici. Entré comme manœuvre pour décaper des avions, il concilie travail, rugby et études pour passer un CAP de tourneur-fraiseur. Pour lui, c'est ici, dans cet atelier, qu'il a trouvé les valeurs qui font ce qu'il est devenu. Ça va? Je vivais ma vie et ma vie était belle. Et là, j'ai trouvé
des gens exceptionnels. Et là, j'ai commencé à découvrir la vie. J'ai découvert la véritable vie du monde ouvrier, tout ce qui faisait la force de la solidarité, tout ce qui faisait la force du partage, tout ce qui faisait la force d'une grande société, puisque Dassault était sur la région une des plus grandes sociétés. Donc voilà. Et là, je continuais à vivre mon rêve. Alors Serge, qu'est-ce que vous faites sur cet avion-là? Qu'est-ce que c'est cet avion Dassault là? Un Jaguar. Et je travaille dessus, à l'intérieur au montage. Je suis sélectionné avec mon ami Pardo, Laurent Pardo, avec qui j'ai une aventure rugbystique assez élevée, puisque nous sommes rencontrés en minime, puis cadet, puis junior, et puis en première, voilà. Et nous avons la chance de faire nos premiers pas ensemble au niveau du tournoi. Et là, il joue à l'aile gauche, moi je joue à l'aile droite, et l'action fait que Laurent Pardo me fait la passe qui me permet d'aller marquer l'essai. Le trou donne à Pardo, qui fixe et qui donne à Blanco, qui plonge et qui marque. Et ça, je crois que c'est un bonheur qui est partagé, quoi. C'est quelque chose qui est gravé, qu'on n'effacera ni lui ni moi de nos mémoires. C'est-à-dire qu'après, on a une telle aventure ensemble. Bien sûr, on a d'autres matchs de rugby, mais on a joué à la pelote ensemble. Enfin bon, voilà, quoi. C'est tout un système qui veut que c'est indélébile et que le rugby fait que les amitiés naissantes deviennent des amitiés durables. Premier tournoi des 5 nations, avec au bout un grand chelem totalement inattendu. 1981, début d'une décennie exceptionnelle pour une équipe exceptionnelle. Ce seront les années Fouroux, l'entraîneur d'un 15 de France qui régnera en maître sur le tournoi. Des années de folie où l'insaisissable Blanco laissera sa signature à toutes les défenses de l'hémisphère nord, comme de l'hémisphère sud. Berbizier, oui, je te bats pour Blanco, Lagisquier dans un couloir, il fait des derrière pour Serge Blanco le sort, essai de Serge Blanco, le deuxième essai. Sur les années 80, on a été, je sais pas, on a gagné 6 tournois, je crois, un truc comme ça. On est passé à côté de 2 ou 3 tournois. On a fait que 2 grands chelems alors qu'on aurait pu en faire 3 ou 4 ou 5 de plus. Enfin bon, voilà quoi. Donc, c'est-à-dire que on se suffisait à nous-mêmes, on était heureux entre nous. Et puis comme personne n'allait nous réprimander, comme on n'avait pas nous mettre des amendes, donc la vie était belle. C'était oui la grande équipe de Jacques Fouroux, mais c'était surtout la grande équipe de Serge Blanco. C'est-à-dire que il faut pas se cacher la vérité. C'est-à-dire que quand Serge Blanco était en forme et avait envie, il mettait 2 accélérations, il marquait 2 essais, on gagnait. S'il le faisait pas, on perdait. Et puis c'était comme ça. C'était lui qui faisait un peu les résultats de l'équipe de France. Et ça a duré pendant 10 ans, si je me trompe. Little chip ahead, covering back is Ringland and McGrath. The ball is loose. Blanco dives for it, gets the try. Il y a eu peut-être sur les 50-60 rebonds qu'il a eu favorables, qui lui ont permis de faire des choses extraordinaires, il y a peut-être eu 10% de chance, mais il y a 90% de talent. C'est le talent de mettre le pied comme il faut, c'est-à-dire les 5 cm qui vont bien pour taper dans le ballon, pour le ressentir, pour le... Tu sais, je crois il faut le demander à des buteurs. Moi, je n'étais pas buteur, on le sait. Autrement, ou alors j'étais buteur différemment, peut-être dans les côtelettes de certains joueurs. Mais je crois qu'il n'y a pas que la chance. Parce que quand on tape dans le ballon pour qu'il revienne, c'est aussi à un moment donné l'aimer le ballon. Taper dedans, l'effleurer, lui donner juste la force qu'il faut. Je pense que j'arrivais à assimiler où allait partir le rebond. Le ballon étant en l'air, étant ovale et voyant comment il allait retomber, on voit à peu près quand la pointe se dirige dans un sens ou dans un autre. Donc, pour moi, ça me passait naturel, ça me semblait naturel. Pour les autres, bon, pareil, c'était de la chance. On savait jamais où il allait aller. Lui, je sais pas, mais il allait souvent au bon endroit. Le seul vrai problème, c'est d'arriver à lui faire passer le ballon sans le faire tomber avant. Voilà, c'est tout. Et après, on s'arrête et on regarde, on est spectateur. Alors on a la chance d'être plus près que les spectateurs, parce qu'on est une place debout, ce qui est la meilleure dans le rugby. Je lisais le jeu, j'avais la lecture du jeu,
Et la lecture du jeu faisait que je prenais une solution. Alors après, très certainement, j'ai pris des mauvaises solutions. Quand j'ai surtout pas donné les ballons qui avaient un 2 contre 1, à l'arrivée, c'est toujours une mauvaise solution. À moins qu'on marque, même si on marque, dans son fond intérieur, on sait que c'est une mauvaise solution. Il n'empêche, les 38 essais inscrits par Blanco en matchs internationaux ne sont pas pour rien dans le titre de Pelé du rugby, dont le gratifia la presse britannique. Ce qui était le plus magique pour moi, c'était de courir derrière Serge. Parce que j'aime la mer, comme on l'aime au Pays Basque, j'aime la mer aussi de chez moi. Et quand Serge prenait le ballon, j'avais l'impression de voir un voilier qui était dans des vagues immenses et qui ondulait de la droite vers la gauche et qui, en fonction de ça, en fonction des défenses, en fonction des espaces, passait un coup d'accélération, un coup de feinte de passe. Et cette attitude, ces enjambées, j'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore vu dans ce monde du rugby qu'on suit, même s'il ne faut pas être nostalgique, tout a évolué. Maintenant, il y a des caisses, il y a de la musculation, mais cette fluidité, c'était un félin. C'était un félin. Un joueur hors du commun sans doute, mais Serge sait aussi qu'en rugby, sans les autres, on n'est rien. Je crois que je fais partie d'une génération exceptionnelle. J'ai eu la chance de côtoyer des Codorniou, des Velasquez, des Lescarbura, des Joannel, des Dentrans, des Dubrocamp, des Richamp, enfin bon. Je crois que c'est toute cette génération-là qui était véritablement au-dessus du lot. Mais la malchance qu'on a eue, peut-être, c'est vrai qu'en termes de reconnaissance ou en termes de titre, on aurait dû mériter autre chose. Cette génération ne passa pourtant pas loin du titre suprême. Demi-finale de la première Coupe du Monde, dernière minute, Australie 24, France 24, ultime action du match. Renverse de la vapeur ici. Oui. Ballon pour la Jusquet. La Jusquet face à 3 Australiens. Qui attendent du soutien, qui retrouvent à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le filet. C'est du pur bonheur, mais du pur bonheur collectif. Et c'est peut-être là la plus grande des satisfactions. C'est pour ça que cet essai marquera gravé à jamais, alors que les gens ont tort de me l'attribuer. Bien sûr qu'on me l'attribue parce que c'est moi qui pose le ballon, mais ça aurait pu être n'importe quel autre joueur. C'est pas un exploit de Blanco, c'est un exploit collectif, c'est un exploit de l'équipe de l'époque. J'ai eu la chance de participer à cette demi-finale fantastique de la première Coupe du Monde. Je me souviens assez précisément des ballons qui rebondissent, qui vont aux Australiens, qu'on reprend, ainsi de suite, et lui qui vient finir cet essai appelé du bout du monde. Il y a eu des très beaux essais de Serge, mais celui-là, à mon sens, reste dans ma mémoire, si ce n'est le plus beau, le plus grand. Malheureusement pour les Français, ça a été leur meilleur match. Les Français sont toujours comme ça. On dit toujours que la France ne peut pas jouer 2 ou 3 bons matchs d'affilée. Ils vont jouer un bon match, un mauvais, un bon, c'est comme ça. C'est sans doute une question de mentalité. Vous savez, le flair, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marchera au prochain match. C'est probablement le problème principal du rugby français. Quand ils sont bons, ils sont fantastiques. Quand ils sont pas bons, ils sont pas terribles. La définition du French Flair, c'est quoi? Le French Flair, c'est quand on croit que tout est perdu, on se dit, bon, on risque plus rien. C'est même un acte de lâcheté, le French Flair. Le French Flair, c'est quoi? Le French Flair, c'est de dire, on est capable de créer des situations dans la mesure où on croit que tout est perdu. Et donc, on arrive à renverser la situation grâce à ça. Alors que si véritablement on était honnête envers nous-mêmes, pourquoi ne pas jouer dès la première minute, comme on peut jouer à la 75e minute, alors qu'on sait qu'on a perdu à la 75e. Mais si on l'amorçait dès la première minute, alors c'est bon, c'est peut-être pas... C'est réducteur ce que je dis. Je dis pas que... Quand je dis lâcheté, c'est pas par rapport à un véritable sens du mot. Mais je crois qu'à un moment donné, le French Flair, c'est bon... Les gens s'amusent à dire ça, mais...
c'est uniquement que du rugby, quoi. C'est du rugby que les autres n'osent peut-être pas tenter, que nous on tente. Ce sens du rugby qui consiste en un éclair à déceler l'espace qui s'offre. Allez, sens pour Blanco, qui passe entre deux adversaires, cherche le soutien à l'intérieur. Et Serge par tout le monde. Formidable. Il a marqué peut-être un essai de 100 mètres. Et tout. Oh là là. Oh, l'essai de Blanco. Quelle action. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Pas grand-chose. Même si c'est une satisfaction, il faut courir, quoi. Il faut courir pendant pratiquement 100 mètres, mais j'ai eu un adversaire véritable en face. C'est mon ami Campez. Après, quand on connaît le rugby, quand on sait contre qui on joue, on sait exactement ce qu'on peut faire à telle ou telle personne. Donc quand je me trouve devant Campez, je sais pertinemment qu'il ne va pas me fracasser les os. Hein. Je sais qu'il ne va pas me briser en deux. Donc après c'est un très grand joueur. Je pense que Serge était considéré comme le meilleur joueur du monde. C'est difficile d'être labellisé numéro 1, parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs dans beaucoup d'équipes. Quand je jouais, il y avait Jonathan Davis, puis aussi Jean-Baptiste Lafont, Serge, Philippe Sella. Ce sont tous de grands joueurs. Désigner le meilleur, c'est aléatoire. Mais Serge Blanco, son flair, sa lecture du jeu, son attitude, tout le situait comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a été, et il l'est encore. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs du niveau de Serge Blanco ces 15 dernières années. De deux choses l'une. Le flair chez Serge Blanco, c'est à l'instant présent toujours penser à celui qui doit suivre, sur le terrain comme dans la vie. Éventuellement, on propose le mercredi 5. Au virage des années 80-90, pour le capitaine du 15 de France, la trentaine entamée, il est temps de penser à la reconversion. Ou comment le fils d'une garde-barrière, joueur amateur de rugby, va saisir au bon les clés de la réussite. Donc j'ai commencé à chercher, avant même que je n'arrête la fin de ma carrière, à trouver quelque chose. Donc c'est-à-dire que j'ai eu ma première discussion avec lui, Michel Plus, qui est mon associé aujourd'hui et qui était à l'époque mon kiné, enfin le kiné de l'équipe du Biarritz Olympique. Et voilà comment est partie une aventure complètement folle. La thalassothérapie, c'était nouveau. C'était médiatique avec Serge, c'est Serge Blanco, avec son nom. Hein. C'était à la mode, thalassothérapie, et puis on a eu de la communication là-dessus. On a vu effectivement au début, peut-être pas assez, mais enfin, on a vu arriver une clientèle intéressée qui venait là, peut-être parce que c'était nouveau, que c'était Serge Blanco, hein, et que c'était peut-être sur la côte basque aussi, et que ça leur plaisait. Et parce qu'au bout d'un an, on a vu ces mêmes personnes revenir en nombre. Voilà comment a démarré cette belle aventure. Et là, intervient mon ami Serge, qui m'a permis et qui m'a fait un prêt, qui m'a permis de ne pas passer par une banque. Voilà. Un prêt de Serge Kampf, le PDG de Capgemini, l'un des ténors du CAC 40, mais aussi et surtout membre du cercle proche des compagnons des années rugby. C'est au soir de la demi-finale de Sydney en 1987 que les deux hommes se sont rencontrés pour devenir inséparables. Cherchez Serge Blanco, non loin vous trouverez toujours l'autre Serge, Serge Kampf. Certains disent qu'ils sont comme père et fils. Ça me gêne de dire le père parce que d'abord, il est tout à la fois, quoi. Le père, le frère que j'ai pas eu, l'ami, voilà quoi. C'est quelque chose de fort, c'est presque indescriptible, ça va au-delà, quoi. Ça va au-delà parce que, bien sûr, les bonnes langues penseront toujours de travers, mais je crois que ça va au-delà, je crois que c'est des sentiments, ça s'explique pas. Je préfère le frère. Le frère qui n'aurait pas réussi. Pas réussi en tous les cas à courir aussi vite, à plaquer aussi bien, et à taper le ballon à l'endroit précis où il faut le taper comme il le faisait lui-même. Non, je préfère le frère. Je préfère le frère aîné que le père. Le père, ça introduit et une distance et une responsabilité que je n'ai... La distance, je ne peux pas l'avoir, et la responsabilité, je ne l'ai pas eue. Nesman. Le nom de Blanco est devenu label, la thalassothérapie, mais aussi une ligne de vêtements, l'hôtellerie de luxe, la restauration
L'ancien ouvrier, désormais PDG d'un groupe. Ben ici, aujourd'hui, on doit être autour de 140 en fonction de la saison à la thalassothérapie, mais on a l'hôtel Ibaya à côté, où il va y avoir 35-40 personnes, la Pinta à côté avec une quinzaine, et Brendos où il doit y avoir 45 personnes. Et on doit être 250 à peu près. Et je dois avoir encore une trentaine d'employés ici, du début de cette aventure. Au bout d'un an, quand je perds 4 millions de francs, ou 4 millions et demi de francs, et qu'on devait en perdre que 3, je crois, et quand je prends tout le personnel et que je leur dis, voilà, messieurs, dames, vous pouvez partir. Voilà ce qui se passe. Vous pouvez quitter le bateau. Pendant 2 ans, vous n'aurez plus d'augmentation, mais pas une seule augmentation. Voilà, donc vous pouvez partir. Ce soir, on va faire la fête, je paie le repas, plus d'augmentation pendant 2 ans. Par contre, je vous promets que dans 2 ans, tout sera rehaussé. Je vous mets une prime pour la Noël, et dites-vous qu'après on se lève les manches et qu'on y va. J'ai pas une seule personne qui a quitté la salle. Ouais. Puisqu'on l'a. Quand je l'ai rencontré en entretien, j'avais entendu parler de Serge Blanco, mais je ne savais pas qui il était vraiment. Je lui ai dit un jour que je ne savais pas faire la différence entre Marius Trésor et Serge Blanco. Donc je ne savais pas vraiment qui c'était, et je pense qu'à la limite ça m'a servi parce que je n'étais pas vraiment impressionnée par la personne en entretien. Il était question de travailler pour un PDG qui allait être à la tête d'un nouvel établissement hôtelier et thalassothérapie. Donc le rugby n'entrait pas en ligne de compte à ce moment-là, même si j'ai très vite compris qu'il était encore en activité, puisqu'en 91 il était encore joueur. Donc les choses se sont mêlées. L'activité professionnelle et ses activités de joueur. Les choses se sont mêlées par rapport au travail qu'on exerçait. Ouais. Oui, en 91, le jeune PDG est encore joueur de rugby, et quel joueur! N'a-t-on pas dit qu'avant Blanco, l'arrière était le dernier défenseur et qu'il en a fait le premier attaquant? Blanco on the counter-attack. This is typical adventure. Philippe Salah. And notice how the backs anticipate this great interplay to Combe-Libero. Unsettling England, and Combe-Libero has recovered it, sees the man galloping up. It's Saint-André, it depends on the bounce, and he's under the post. One of the most sensational tries Twickenham's ever seen. From behind his own line, we talk about Blanco Flair, but that's just out of this world. C'est pour moi l'essai le plus magique qui puisse exister, parce qu'il va à l'encontre de tout. C'est une situation de jeu où personne ne pouvait penser qu'on allait relancer. C'est-à-dire que Pierre Berbizier, après la tentative de pénalité de Robandrou, Pierre Berbizier prend le ballon, réceptionne le ballon, il va pour aplatir et je lui demande le ballon. Quand je lui demande, je dis non, donne-moi le ballon. Et Pierre s'exécute, me transmet le ballon. Là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis parti en travers dans l'embut, j'ai redressé ma course, j'ai cadré 2 joueurs. Le réalisateur de la BBC et 15 Anglais pris de court. L'imprévisible Blanco a frappé. Dernière improvisation du génie du jeu pour son adieu au tournoi des 5 nations. Et le talent des Lafont, des Sella, des Canberra-Béraud, des Saint-André qui fait le reste pour ce qu'on appellera l'essai du siècle. Deux autres essais du 15 de France pourtant ne pourront rien face au réalisme anglais. Au final, grand chelem pour le 15 de la Rose. Twickenham, frustré d'une décennie de revers face à la bande à Blanco, laisse aller son bonheur aux échos du swing low au swing chariot, tandis qu'une carrière défile dans le geste d'un ballon qui se glisse sous un maillot. Reste cependant l'espoir de la revanche, la Coupe du Monde 91 qui s'annonce, avec une évidence pour les adversaires de la France. À l'époque, jouer la France, c'était toujours un challenge. Et nous savions que pour battre la France, il fallait arrêter Serge Blanco. Pour les Anglais en quart de finale à Paris, cela donnera un très spécial plan anti-Blanco. Je perçois ça comme un honneur, même si c'est une agression. Mais quand on agresse quelqu'un, c'est qu'on a peur de quelqu'un.
La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce vraiment l'état d'esprit du rugby en disant il est important, on va battre la France, mais on va battre la France en disons-le, détruisant un homme. Et je le dis, les images l'ont montré, pardon. Et c'est la seule amertume qu'on peut avoir. Après, il faut pas avoir de regrets. Et c'est vrai que Serge, physiquement, sur le match, en a quand même souffert. Mais bon, on était là. Hein. Il y avait 14 copains autour. Et puis, je me souviens que quand même, quand il y a eu ces agressions au demeurant un peu déplacées, on a quand même relevé quelques défis. Je pense qu'il y a quelques Anglais qui, à ce moment-là, ont fait une bonne sieste. La provocation a réussi, les Bleus ont perdu leur nerf et au final c'est la France qui sera KO pour le dernier match en bleu de Blanco. Quand je perds ce match-là, ça m'envahit quoi. C'est une tristesse immense m'envahit. J'ai mon fils avec moi qui pleure. Il a 10 ans très exactement. Je croyais lui offrir quelque chose de formidable et puis Sébastien, je le regarde et j'ai dit bon voilà. Ça y est, c'est fini, tu rentres à la maison. Alors qu'il y a quelques festivités, je prends ma plume, j'écris un papier, et puis je donne un papier à remettre, je ne sais plus à qui, et je quitte l'équipe de France comme ça. C'est-à-dire que je suis parti de l'équipe de France, sans flonflon, sans rien, uniquement en laissant un petit mot, en disant pourquoi je ne partageais pas la soirée avec eux, et je suis rentré chez moi. Chez lui, dans ce Pays basque qui lui colle à la peau. Pour l'un de ses loisirs favoris, une partie de mousse, le poker basque avec les copains du trinquet. 3. Les filles, hein? Quand tu dis une douce, c'est de quoi? Bah, yes. Pas chaud? Des copains d'hier qui seront encore ceux de demain. Une fidélité biarrotte qui menace Blancola à ne pas mettre un terme à sa vie de joueur sans servir une dernière fois son cher Béo. Lors de la conférence de presse en 91 après la Coupe du Monde, on dit alors le Parc des Princes c'est fini. Je dis non, nous reviendrons pour la finale. Avec le Biathlon olympique, bien sûr, un large sourire avait illuminé, et je pense que c'était par respect, avait illuminé le visage du journaliste. Et effectivement, après, en 92, l'épisode des phases de finale est amorcé avec une multitude de personnes qui, après les 6e, sont là. Le dernier match de Serge Blanco, non, c'est pas celui-là. Hop, allez, on recommence. Et puis on a recommencé comme ça jusqu'à la finale. Et on fait ce fameux et fabuleux match en 92, alors que nous étions, je dirais, les favoris. Biarritz était les favoris par rapport à Toulon. Mais c'est un match qui m'a amené beaucoup de bonheur, parce que je n'avais jamais connu ça. Ce sera son unique finale du championnat de France et son dernier exploit. Oh, le long coup de pied de Blanco qui va... Oh, phénoménal! 60 mètres qui n'y feront rien. C'est le Toulon d'Éric Champ, capitaine en civil ce jour-là, qui au final brandira ce bouclier de Brennus qui manquera toujours au palmarès de Serge Blanco. C'est le bouclier de Brennus en civil. Qu'est-ce que c'est le palmarès? Le palmarès, c'est d'avoir partagé avec des gens et avoir des souvenirs en commun? Ou c'est uniquement mettre une barrette ici et puis dire tiens voilà tel fait, tel truc et tel machin? Je préfère à la rigueur, même si ce n'est pas un échappatoire en termes de réponse, je préfère avoir la reconnaissance des miens que éventuellement la reconnaissance du palmarès. On est bien sûr très heureux en 92 d'avoir été champion de France, mais c'est vrai qu'on est aussi très triste parce que Serge Blanco représente tellement pour le rugby basque, pour le rugby français, bien sûr mondial. Et c'est vrai que quand on regarde la carrière de Serge, immense, il manque simplement quelque chose, c'est ramener ce qu'on appelle vulgairement le morceau de bois à son pays, à Biarritz. Et c'est vrai qu'en 92, c'est nous, Toulon, qui avons un peu brisé ce rêve. De retour à Biarritz, quand je suis monté sur le balcon de la mairie, quand j'ai vu qu'il y avait entre 12 et 15 000 personnes en bas et tout habillé en rouge et blanc, je leur ai dit une chose, je vous promets, alors que je savais que j'arrêtais, je vous promets qu'on reviendra. Et je vous promets qu'on sera champion de France un jour. Voilà. Et 10 ans après, jour pour jour, on était champion de France à le BO.
je dirais même que ce match-là m'a amené l'envie peut-être de devenir dirigeant pour la suite. Parce que c'était plus une communion avec uniquement 15 joueurs, ou 14 autres joueurs et plus des dirigeants. C'était une communion avec une ville, avec une région. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on faisait, on distribue du bonheur. On distribue du bonheur à des gens qui croyaient en nous à longueur d'année, qui nous suivaient à longueur d'année. C'est ainsi qu'à peine son dernier ballon posé dans l'en-but, Serge Blanco deviendra président des Rouges et Blancs, seule couleur que le joueur ait jamais défendue. Un président passionné de ce BO dont il reste le premier supporter. En 1995, la passion rugby de Blanco va le conduire à une autre tâche, celle de défendre tous les clubs de l'élite de l'Ovalie française, confrontés à de nouveaux défis. Le professionnalisme est né et l'adaptation est nécessaire. Elle sera le fait d'une toute nouvelle Ligue nationale de rugby avec Serge Blanco pour initiateur et premier président. Il était venu me parler de son projet de créer une ligue de rugby tout à fait au début. Je l'avais à la fois découragé en craignant qu'il s'attire les foudres de l'ensemble du monde du rugby et aidé en corrigeant le premier texte qu'il avait fait pour une sorte de charte de départ. Et soit grâce à mes encouragements, soit malgré les précautions que je prenais pour les conseiller de ne pas y aller trop fort, il a fait ce qu'il avait dit. Il fait toujours ce qu'il dit. Il dit pas toujours ce qu'il fait, mais il fait toujours ce qu'il dit. Je suis pas devenu président de la Ligue parce qu'un jour on m'a dit il faut... Non, c'est parce que c'est une succession d'événements et de situations qui font que je m'engage. Je ne réagis que par nécessité. C'est-à-dire que je n'ai pas d'ambition personnelle. C'est un système qu'on a mis en place qui aujourd'hui perdure et évolue. J'ai des gens très intelligent à côté de moi, parce qu'en fin de compte, c'est pas Serge Blanco. Serge Blanco, il est là, il a un peu d'autorité. S'il crie, les gens baissent la tête un peu, et puis voilà. Mais je pense que c'est tout ce mouvement qu'on a enclenché, qu'on a mis en place depuis maintenant 10-11 ans. C'est ça qui est important au niveau de la Ligue, parce que on est dans une situation où véritablement, on a envie d'aller découvrir l'avenir. Des paris déjà gagnés avec l'appui des présidents de clubs. Ceux de la médiatisation, du sponsoring, de l'affluence dans les stades. Et des chantiers en cours. L'équilibre entre compétitions nationales et internationales, un calendrier respectueux de la santé des joueurs, la lutte contre le nouveau poison du dopage. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Des combats parfois musclés mais jamais inutiles, et avec une méthode, la méthode Blanco de toujours. Serge est exactement dans la vie comme il était sur le terrain. Et dans les rares disputes qu'on a tous les deux, il attend de moi un comportement de joueur de rugby. Les disputes qu'on a, c'est quand je ne lui passe pas le ballon à l'endroit prévu où il a prévu, sauf qu'il n'y a que lui qui l'a prévu et que par conséquent, il faut avoir deviné où il allait passer. Il est exactement dans la vie comme il était sur le terrain. Ceci dit, il sait que quand il va demander ça, il va marquer l'essai. Et dans la vie de la Ligue, c'est exactement la même chose. Dans la vie de Serge Blanco, il restait cependant un essai à marquer. Il en saisira l'occasion lors de son ultime prestation de rugbyman, sous le maillot fraternel des Barbarians français, devant déjà les caméras de Canal+. C'est vrai, c'est son dernier match officiel cette fois à Serge Blanco et justement, bonne raison pour en profiter lors de ce Springboks Barbarians avec une équipe des Barbarians qui est une grosse équipe, une belle équipe. L'apartheid vient de prendre fin en Afrique du Sud. Et pour Blanco, ce match de Villeneuve d'Ascq boucle une boucle, celle d'une carrière engagée à Pretoria dans des circonstances particulières. Ce match-là, Serge voulait vraiment le gagner. Les gars, et on fait des fautes à la con. Ça ne sert à rien. On maîtrise le match, putain. C'est fabuleux. Continuons, putain. On n'a plus que 40 minutes à vivre ensemble. Allez. Et ça libère bien le ballon. Et Rob Jones qui prend le trou. Avec Eric Shaw, avec Didier Cambert-Avero, avec Patrice Lagisquet. Et c'est de Lagisquet au milieu des poteaux quasiment. Superbe action des Barbarians. C'est un beau cadeau. Nous les avons battus. Et quand les Sud-Africains sont repartis chez eux,
Ils m'ont invité à aller en Afrique du Sud en 93, je crois que c'est en 93. Et là, je leur ai demandé d'aller visiter les townships, les quartiers des plus déshérités, où véritablement il y a la misère et tout ce qui s'ensuit, ceux qu'ils ont accepté. Et là, Monet Duplessis m'a accueilli comme un frère et m'a amené partout. Et nous avons été visiter les townships, toutes les ethnies qui occupent le sol sud-africain. Et c'est vrai que pendant ce séjour, il y a quelque chose qui est né entre Monet et moi. Vous savez, les plus grands joueurs, les plus grands capitaines sont toujours masqués derrière de grands hommes. Pour que Serge Blanco soit assuré de notre respect, nous avons décidé de l'inviter en Afrique du Sud. Et ce fut une incroyable visite. Cela a été comme le retour d'un héros, le retour d'un fils de notre pays. Et j'ai rechaussé les crampons pour un match amical à l'Athlone Stadium. 20 000 spectateurs sont venus voir des vétérans jouer au rugby uniquement parce que Serge était là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il est arrivé dans une décapotable blanche, avec la foule autour, en majorité des gens de couleur, la population noire du Cap. C'était magnifique. Et ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus ému, c'est qu'il y a un groupe de Noirs de nage avancé qui m'ont dit, par le fait de ne plus cautionner ce que pouvait avancer le régime sud-africain, tu nous as pu céder qu'en venant. Et si tu étais venu jouer pendant les 10 ans où tu n'as pas voulu, tu n'aurais pas été notre frère. Aujourd'hui, tu es notre frère et tu es le bienvenu. C'est pourquoi il a joué un rôle très important. Aujourd'hui encore. Serge est venu en Afrique du Sud l'année dernière. C'est devenu un fantastique homme d'affaires qui sillonne la planète, qui jongle avec plein de balles. Il est insaisissable. Quand il est venu l'an dernier, c'était pour l'ouverture d'un magasin de vêtements. Mais il est toujours reçu ici comme une personnalité. Oui. Un quartier général à Hendaye, un téléphone pour le quotidien du business, un autre pour celui du rugby. Le Serge Blanco de 2008 vit à 100 à l'heure. Faites patienter. Un rythme parfois difficile pour son entourage. Je pense qu'on a une relation un peu épidermique. Je colle au personnage, donc je fais tout ce qu'il me demande. J'agis en fonction de ses désirata. Ça implique que parfois les choses peuvent être un peu exaspérantes parce qu'il y a une grosse charge de travail. Donc je supporte beaucoup de choses. C'est une personne complexe, exigeante. Et je pense que ça, c'est supportable quand on a un minimum d'affection. Après, vous faites comme vous voulez. Qui c'est qui commande ici, à votre avis, hein? Je ne vous influence Alors, pas. après. Non, bon, après, il y avait les déplacements pour le forum de la semaine prochaine. Oui, alors voyons, parce que ça aussi, ça va être un gros problème. Vous allez me chercher mon agenda, s'il vous plaît? Oui. Je pense qu'il faut véritablement être blindé, quoi. Il faut être blindé pour vivre avec moi. Il reste lui, et lui, c'est surtout quelqu'un de passionné, de pénible sur le plan quotidien et d'extrêmement généreux. Là, aujourd'hui, si je prends mon agenda, il est plein pendant, je crois, 15 jours, 3 semaines. Après, à 16h, très exactement, tous les lundis, je pose mon stylo, je monte dans ma voiture et je m'en vais jouer à la pelote. Voilà. Je me refuse de faire sauter ça. Il peut y avoir quoi que ce soit, il peut y avoir le pape qui vient, ce sera pareil. Il faut préserver, parce que si je commence à faire sauter ça, au bout d'un moment, j'aurai plus l'équilibre dont j'ai besoin. Bon. La pelote, avec ses notions basques de convivialité, de fête, de tradition, de respect du passé et des autres. Des valeurs qui sont aussi celles du rugby.
Des valeurs qui sont souvent à l'ordre des soirées du château de Brindos, quand autour d'une bonne table s'y réunissent internationaux d'hier et d'aujourd'hui. Il n'y a rien de plus beau que de passer une soirée avec les anciens, et où les anciens vous narrent un petit peu ce qui s'est passé avant le match, un peu pendant et surtout après. Et ça, c'est la culture. Même s'il y a 10, 20, 30 ans d'écart, je me sens de la même génération. Je suis admiratif de ce qu'ont fait les gens avant nous. Parce qu'il faut se dire que grâce à ces personnes-là, notre sport continue à vivre. Et il faut que les générations de maintenant sachent qu'on a passé le témoin et qu'elles ont une lourde responsabilité pour continuer à passer le témoin aux autres. Défense sur le centre, tu défense sur l'arrière. Si j'avais su, je serais pas venu. Non, mais il est changé comme ça au départ. Et après, comme ça. D'une génération à l'autre, passage de témoin entre anciens et modernes. Passage de témoin pour une leçon de vie, leçon de rugby, leçon d'un champion nommé Serge Blanco. Le double. Le mot rugby, dans le dictionnaire, on devrait le mettre à la première page. Donc en général on met le A, là c'est le R, et pour signifier aux gens que dans le mot rugby on trouve tout ce qu'on a dans la vie, on a toutes les épreuves, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Jendaki mota osoa nahasiz hola. Ez da ez gaur